La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 € ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareille situation, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui nous allons interroger un économiste, mais aussi un historien. Un économiste, un historien que nos téléspectateurs connaissent, puisque j'ai déjà eu le plaisir de l'inviter à plusieurs reprises pour 5 de ses livres, c'est Philippe Simoneau. Bonjour. Bonjour Philippe Simoneau, merci d'être sur ce plateau. Je vais rappeler à nos téléspectateurs qui vous êtes, parce qu'il naît des téléspectateurs tous les jours. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à soutenir par tous les moyens votre télévision préférée, TV Liberté. Quoi qu'il en soit, Philippe Simoneau, vous êtes docteur en sciences économiques, vous avez publié, comme je le disais tout à l'heure, 25 livres, vous avez exercé des fonctions de journaliste au journal Le Monde, et vous en avez été écarté, disons, pour vos travaux sur le pétrole, et nous reviendrons sur la question pétrolière, qui est dans l'actualité sans y être. Vous avez publié de très nombreux livres sur les questions monétaires, et nous allons aussi parler des questions monétaires. Et votre particularité aussi, c'est que bien vous étudiez les phénomènes religieux, vous étudiez les phénomènes historiques. C'est ensemble que nous avons fait une émission sur la culpabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais nous avons fait aussi une émission sur votre très beau livre qui s'appelle Le siècle Balfour, sur tout le problème du Proche-Orient. Et la dernière émission que nous avons faite ensemble, c'était Les nouvelles leçons d'économie contemporaine, un magistral livre que tous les étudiants devraient lire. Mais aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission, non pas à un de vos livres, mais à 3 questions. Première question, honneur aux dames, nous allons parler de Madame Lagarde. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout évidemment la politique de la BCE. Puis, nous évoquerons les crypto-monnaies, comme l'on dit, et qui se découlent assez naturellement de notre réflexion, j'imagine, sur la politique de la Banque centrale. Et enfin, la question pétrolière, parce que vous êtes un bon spécialiste de la question, vous avez écrit de nombreux livres, et il y a une chose qui est tout à fait sidérante, c'est que le pétrole n'est plus pertinent dans l'économie mondiale. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, Christine Lagarde. Mais auparavant, Pierre va poser une question d'ordre général, je crois, pour situer le problème. Philippe Simoneau, nous assistons aujourd'hui à une situation économique mondiale assez inédite. Les économistes sont assez perdus. Comment est-ce que vous expliquez ce capharnaüm ? Je ne dirais pas qu'elle est inédite. Parce que, assez inédite, j'ai dit. Assez inédite. Parce qu'il y a une économie qui a connu des taux d'intérêt zéro, nul. Négatif. Pas négatif, zéro. Zéro, oui. Pendant plusieurs décennies. C'est l'économie soviétique. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, l'économie soviétique a été biberonnée au taux d'intérêt nul. Parce que c'était péché, quoi. L'intérêt, c'était la forme même du capitalisme. Et donc, on a essayé de bâtir, dès le début, une économie sans taux d'intérêt. Et évidemment, comme l'a prévu le premier von Mises, en 1920, 23, par là, ça ne pouvait pas marcher. Malheureusement pour les gens qui ont supporté cette horrible dictature, ça a quand même duré 70 ans. Mais qu'est-ce que c'est la leçon qu'on peut tirer de cette expérience soviétique in vivo, oui, c'est ça, en laboratoire, c'est qu'il n'y a plus de critères pour l'investissement.
Ben voilà. Il n'y a plus de... Le taux d'intérêt sert à délimiter exactement ce qui est rentable dans une perspective d'avenir et ce qui ne l'est pas. Et si vous enlevez cette pierre de touche, au sens propre du terme, vous n'avez plus de critères. Donc vous entrez dans une ère de malinvestissement, comme on dit. Ou de mésinvestissement. De mésinvestissement, oui, ou de surinvestissement. Et par conséquent, forcément, un jour ou l'autre, ça c'est... On apprenait jadis à l'université que le taux d'intérêt rémunère et rationne l'offre limitée de capital. N'est-ce pas? Aujourd'hui, s'il n'y a plus de taux d'intérêt, en effet, on ne peut pas rémunérer évidemment le capital, mais on ne sait pas surtout vers quels investissements tourner ce capital. Non, le taux d'intérêt mesure, c'est un miracle du génie humain, mesure la dépréciation du futur. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Si vous appliquez, c'est exactement ça l'intérêt. Donc vous n'êtes pas sûr de ce qui se passera ni demain, encore moins après-demain, et encore moins dans un an, et évidemment pas dans 10 ans. Et le taux d'intérêt mesure exactement cette dépréciation du futur. Et par conséquent, le taux d'intérêt, il est toujours là, dans la tête des gens. Il faut qu'ils se rendent compte que personne n'est sûr. Si vous me donnez le choix entre 100 € aujourd'hui et 100 € dans 3 jours, je prends les 100 € aujourd'hui, parce que dans 3 jours, je ne sais pas ce qui peut se passer. A fortiori, si vous me donnez le choix entre 100 € ou 1 million d'euros aujourd'hui et 1 million d'euros dans un an, je vais prendre le million aujourd'hui. D'accord ? Bien sûr. Bon, si vous enlevez ce critère, il n'y a plus de boussole. Voilà. Et par conséquent, nous sommes dans une économie qui est un peu folle. Voilà. Donc, l'économie soviétique, et je n'y avais pas pensé personnellement, était une économie de taux zéro, donc sans boussole. Exactement. Et enfin, est-ce que il y avait une boussole politique, quoi. Oui, bien sûr, c'était le Politburo. Mais est-ce à dire qu'en Europe, nous serions alors dans une situation comparable à l'Union soviétique? Tout à fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire quand ça va finir. Voilà. Bon, on peut dire que l'Union soviétique, ça a duré 70 ans. Normalement, si on suivait la leçon de Von Mises en 1923, ça aurait dû s'écrouler beaucoup plus vite, quoi. Donc, il y a une résilience incroyable des êtres humains, des machines, de la réalité. Mais, évidemment, un jour ou l'autre, les taux d'intérêt sur le marché vont remonter, évidemment. Parce mais personne ne peut dire. Aujourd'hui, le quantitative easing, puisque c'est lui qu'il faut l'appeler par son nom, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, il sert de cloche pour empêcher les marchés d'imposer leurs lois sur la valeur de l'argent. Oui, tout à fait. Et alors, Mme Lagarde veut continuer ou veut-elle arrêter? Je ne suis pas dans les secrets de Mme Lagarde. Mais je vais employer une expression que j'ai déjà utilisée dans un article que j'ai publié dans la GFI. Madame Lagarde, c'est la Française de trop. J'ai vu, en effet. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut remonter complètement toute l'histoire de l'euro pour comprendre cette expression. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit en France, surtout en France, mais aussi en Italie, en Espagne, on a beaucoup dit que l'euro était une manière pour l'Allemagne de dominer l'Europe, que la Banque centrale était soumise au diktat de Berlin. Vous avez entendu ça? Oui, bien sûr. C'est un lieu commun. Oui. Eh bien, c'est tout le contraire. L'euro a été une ruse, on peut dire française. Oui, Mitterrand l'avait dit d'ailleurs. Oui, mais pas comme je vais le dire. Pour ficeler quand même. Non, pas seulement. Non, pas seulement. Il faut remonter encore un peu plus loin dans une note du Trésor français qui date des années 90, que j'ai publiée dans les Nouvelles Leçons d'économie, où le dénommé Trichet, qui était directeur du Trésor à l'époque, une note confidentielle adressée à Pierre Bérégovoy, qui, à mon avis, reste un scoop, parce que personne n'a vraiment pris conscience de ce que ça voulait dire. Dans cette note, Trichet avoue sa frustration de la haute aristocratie française, de l'inspection des finances, des gens de la Banque de France, etc., d'être obligé de suivre l'Allemagne dès qu'elle relevait son taux d'intérêt ou dès qu'elle baissait. Dans la semaine, voire dans les heures qui suivaient, la Banque de France était obligée
de subir, là, en effet, le diktat de l'Allemagne. Enfin, le diktat, c'était, disons, la Deutschmark. La Le dynamique Deutschmark était la monnaie la plus puissante de cette époque. Pour Même concurrencer le dollar. oui, bon, tout à fait. Et la France était à la remorque. Donc l'euro a permis en quelque sorte d'apprivoiser le Deutschmark dans ce compromis boiteux qui a été le traité de la consécration de la Banque Centrale Européenne. Mais notez ce détail qui est très important, c'est que dans les fondations de la BCE, on le rappellera jamais assez, il n'y a qu'un seul objectif. Un seul, la stabilité des prix. Oui, en effet, oui. Et ça, c'était la condition sine qua non pour que les Allemands participent à l'euro. Vous savez que dans les autres banques centrales, et notamment dans la Banque centrale américaine, le Federal Reserve System, vous avez deux mandats, la stabilité des prix et le plein emploi. Ah oui. D'accord, c'est-à-dire une inspiration keynésienne. Les Allemands ont accepté de signer le traité de l'euro à condition qu'on ne retienne qu'un objectif, la stabilité. Oui. Parce qu'on leur a dit, on leur a dit à l'époque, nous acceptons l'euro à condition qu'il soit au moins aussi bon que le Deutschmark. Oui. Ouais. Bon. Or, et Philippe Simoneau, vous le dénoncez, cet alignement de la BCE sur le standard d'inflation à 2%. Voilà. Où est pourquoi ce problème pourquoi ce taux a été fixé à 2% et pourquoi ça pose problème? Voilà. Alors justement, il y a une déviation par rapport à l'objectif. C'est pour ça que je dis que la France, avec une diplomatie remarquable, si on peut dire, une ruse. Une habileté, oui. Une habileté qui donne des complexes aux Allemands. C'est-à-dire que la France, Trichet, qui est un magicien, quand il a été gouverneur de la Banque Centrale Européenne, a réussi donc à infléchir, à mettre de l'eau dans le vin et à imposer ce standard de 2%, qui est un standard qui remonte, qui a 25 ans. On ne sait pas très bien d'où ça vient. C'est un mantra. Oui, tout à fait. Et qui n'a aucune justification, ni théorique, ni pratique. C'est juste... pour prendre une image qui n'a elle-même une métaphore, on met un peu d'huile dans les rouages, comme si l'économie était un ensemble de rouages et qu'il suffisait de mettre de l'huile. Enfin, c'est une vision mécanique qui n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Donc, mais ça servait quand même les intérêts français dans la mesure où une politique d'austérité monétaire, enfin une politique de bonne monnaie, on va dire plutôt d'austérité monétaire, aurait obligé la France à réformer beaucoup plus profondément son économie. Est-ce qu'elle l'a toujours pas fait d'ailleurs? Combien ces 2% ont coûté concrètement d'ailleurs? Oh, c'est impossible à dire. Le 2% d'inflation, d'ailleurs, même c'est ce qui est assez intéressant et amusant, c'est que malgré tout ce déversement d'argent dans le système, on n'a toujours pas réussi à avoir les 2%. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on n'est pas... Alors, ça dépend, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux niveaux d'inflation. C'est-à-dire qu'il y a peu d'inflation sur un certain nombre de prix et pas mal sur d'autres prix. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez absolument pas. Ce que cet objectif masque et trompeur, c'est que normalement, étant donné la mondialisation, les progrès technologiques, la digitalisation, la numérisation, etc., tous ces progrès fantastiques qui sont équivalents au bouleversement des chemins de fer au XIXe siècle, ou l'électricité, etc. Normalement, on devrait avoir une baisse des prix. Oui. D'ailleurs, il y a sur certains produits des baisses des prix. Mais cette baisse des prix est masquée par l'inflation. C'est-à-dire, normalement, au lieu d'avoir 1,5%, on doit avoir moins 2 ou moins 3%. Mais c'est quelque chose que les Keynésiens qui nous gouvernent ne peuvent pas supporter. Parce que la déflation, ils ont la phobie de la déflation, et ils considèrent, on en a déjà parlé d'ailleurs ici, ils considèrent que la déflation, c'est la pire des choses. Ce qui est une absurdité. Parce qu'on a connu, j'en reviens au 19e siècle, si vous le permettez, on a connu des périodes de hausse des prix, bien sûr, de baisse des prix, mais qui sont tout à fait compatibles avec le progrès, avec la croissance. L'idée principale que je veux défendre ici, c'est que un homme d'affaires,
Un chef d'entreprise, plus profondément, un chef d'entreprise, ne guide pas son action par rapport au niveau général des prix. Par rapport à la marge qui va se faire. Par rapport à la marge, exactement. Et cette marge, elle peut être dégagée en baisse des prix comme en hausse. Ben voilà, c'est un bien sûr, différentiel. C'est un différentiel. Voilà. Bien sûr. Mais alors, vous parliez de keynésianisme qui domine la pensée. Bon, quand on fait du quantitative easing, on fait du Keynes, c'est du cheap money. C'est la monnaie à bon marché. C'est l'idée que c'est la monnaie qui va créer la croissance et non pas le contraire. Mais si vous voulez, je veux revenir à Lagarde. Alors, revenons à la garde. La française. Alors, nous allons revenir à la garde après une petite pause. D'accord. Alors, cette chère Madame Lagarde, l'objet de nos préoccupations du moment. Donc, je vous avais posé la question, que va-t-elle faire par rapport au QI, au quantitative easing? Alors, j'ai dit que c'était la française de trop, parce que j'aimais bien la littérature avec la française des jeux. Voilà. Oui, mais c'est surtout à la mode. On sait l'influence de Alors, je veux dire technocrates on peut dire que la BCE était non pas dominée par l'Allemagne, mais dominée par la France. Il y a eu Trichet, Draghi a fait la suite de Trichet, en mieux, enfin en pire, ça dépend de quel point on se place. Et donc, pour les Allemands, il y a eu 4 grandes démissions au sein de la BCE. Oui, c'est la dernière. On a consacré une émission à la question. Voilà, bon. Et donc, l'arrivée de Lagarde, c'est de nouveau la France. Mais oui. Forcément, parce qu'elle était ministre des Finances, voilà, bon, elle ne peut pas cacher sa nationalité, évidemment pas. Donc pour les Allemands, on va recommencer ils vont recommencer à souffrir, je veux dire, pour la Bundesbank et pour les... Son président a protesté. Oui. Il est mécontent. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'appelle Jess Friedman. Oui. Et il a dit que on avait dépassé les bornes. Voilà, exactement. Donc, et tout ça est très ennuyeux parce que l'Europe ne peut fonctionner qu'autour de ce qu'on appelait le moteur franco-allemand. Oui. Et s'il n'y a pas ce moteur, l'Europe va dérailler. Et les relations aujourd'hui entre Macron et Merkel ne sont pas bonnes. Non seulement parce que Macron a une démarche gaullienne, finalement, d'éloignement de l'Atlantique en direction de Moscou. Et ça a toujours été une source de discorde avec l'Allemagne, pour laquelle l'OTAN est essentielle. Oui, mais l'OTAN, nous dit, paraît-il, est en mort clinique. Bon, d'accord, elle dire ça, justement, c'est là que Merkel a très mal réagi, parce que la solidité stratégique de l'Allemagne dépend de l'Alliance Atlantique, évidemment. Bien sûr. Et donc il y a toujours cette tendance de la France d'aller à Moscou. C'est De Gaulle, hein. Évidemment, les Allemands y vont aussi. Oui, mais pour le business. Pour le business, voilà. Et donc, tout ça est très mauvais pour l'Europe. Voilà. Oui. Et donc, il faudrait absolument, Merkel va quitter le pouvoir, il faudrait absolument remettre en marche le moteur franco-allemand. Sinon, les Allemands vont se barrer. Vous proposez d'ailleurs, Philippe Simoneau, à cet égard, de sauver l'euro. Sauver l'euro par la création, c'est une proposition que vous faites, que l'euro ne soit donc plus géré par une banque centrale, mais par ce que vous appelez un institut qui ne serait pas régi comme une banque centrale. Comment est-ce que cet institut devrait fonctionner ? Eh bien, c'est très simple. Elle devrait avoir comme standard, non pas 2% d'inflation, mais la stabilité des prix. Stabilité des prix, c'est-à-dire qu'il est déjà dans son statut. Donc, ça veut dire que c'est un objectif à très long terme. Ça veut dire qu'il faut supporter des vagues de hausse des prix et des vagues de baisse des prix, qui est un rythme naturel de l'économie, et que la Banque centrale, qui ne doit plus être une banque centrale, mais un institut d'émission monétaire. Et alors, relié aux politiques ou indépendant ? Ah non, complètement indépendant, évidemment. Et au conseil d'administration, il y aurait des banques privées ? Non, même pas. Non. Que des fonds, des hauts fonctionnaires. Non, mais tout le problème, c'est que
on est à la recherche, disons, depuis 1914, de la recette magique Mais oui. pour, imiter l'état noir sans avoir l'état noir. Parce que l'état noir, on va peut-être en parler Oui, il faut avec parler, oui, bien sûr, bien sûr. L'état noir a une règle automatique de gestion de la monnaie. Et à partir du moment où on abandonne l'état noir, on a des institutions, soit des gouvernements, soit des banques centrales, qui en font leur tête et personne ne peut les contrôler. Voilà. Et donc on arrive à ce résultat déplorable. Un très grand mécontentement des Allemands, 4 démissions, vous l'avez dit, un institut alternatif qui pourrait alors asseoir la monnaie sur l'or. Dans une précédente émission, vous m'aviez dit, à l'objection que je vous faisais, que est-ce qu'il y aurait assez d'or pour asseoir la monnaie? Vous m'aviez répondu qu'il y avait assez d'or. Mais évidemment, non, mais c'est pas. Alors, c'est toujours l'objection qu'on fait depuis. Oui, on va dire depuis 1920, même avant, depuis qu'on a abandonné l'État noir. C'est pas une question de quantité, c'est une question de prix. De prix, tout ça. Ah, voilà, c'est ça. Bon. Et donc, il suffit d'avoir le bon prix. Mais c'est même plus simple que cela. Si vous reprenez. On va faire un petit regard en arrière. Si vous prenez les monnaies métalliques, oui, ou même des billets gagés sur des monnaies métalliques, comme c'était le cas jusqu'en 1914. Je rappelle qu'en 1914, jusqu'en août 1914, les citoyens français, comme les citoyens suisses, comme les Anglais, les Allemands, pouvaient aller à la banque avec leurs billets et avoir l'équivalent en or. Et oui. Et que ça a été fermé le 3 ou 4 août 14. Le cours forcé. Et qu'on n'a jamais rétabli ça, qui est une liberté fondamentale qu'on a enlevée. Bon. Alors, quand il y a monnaie métallique, supposons qu'il y ait une hausse des prix sous un régime de monnaie métallique. Ça veut dire que la monnaie métallique perd de son pouvoir d'achat. Donc, il est moins rentable d'en produire. Et par conséquent, la masse monétaire a tendance à se réduire. Et donc, on rétablit l'équilibre. Voilà. Dans l'autre sens, si les prix diminuent, ça veut dire que votre masse monétaire, la valeur de votre monnaie augmente, et donc vous en produisez moins. Pourquoi Christophe Colomb est allé en Amérique? Si vous lisez son carnet de bord, à l'époque, on avait une faim, on était en déflation, on manquait de monnaie. On avait épuisé les mines d'Allemagne, d'Espagne, d'Ariège, oui, c'est ça. Et donc, si vous lisez le livre de bord de Christophe Colomb, qui ne savait pas où aller, mais il savait ce qu'il cherchait. Il cherchait de l'or, tout simplement. Il ne cherchait pas l'Amérique, mais il cherchait de l'or. Et il l'a trouvé. Et puis il a rapporté l'inflation aussi. Voilà, tout à fait. Il a rapporté l'inflation, qui a été analysée pour la première fois par Jean Bodin. Oui, tout à fait. L'économiste. C'est là qu'on a bâti les premières théories monétaires. Théorie quantitaire. Rapidement, peut-être, Philippe Simoneau, j'aimerais qu'on revienne sur l'euro 2 secondes. Oui. Donc, vous proposez de sauver l'euro avec la création de cet institut qui ferait une inflation à 0% sur du long terme. Mais pensez-vous que l'euro est sauvable et pourquoi est-ce qu'il faut sauver l'euro? Alors, l'euro tel qu'il est n'est pas sauvable. Il faut un nouvel euro. Voilà. Donc, vous ne sauvez pas le soldat. Dites-nous, un nouvel euro qui serait comment? Eh bien, qui serait d'abord fondé sur un noyau franco-allemand, qui lancerait une nouvelle constitution monétaire, de bonne monnaie, avec comme, pour reprendre l'objectif primitif, avec la stabilité des prix. Point final. Et donc, la Banque centrale n'aurait pas à intervenir sur le marché monétaire. Et quel serait l'intérêt de ce nouvel euro par rapport à, imaginons, un retour aux monnaies nationales? Ah, les monnaies nationales, forcément, elles sont dans la main des gouvernements. Eh oui. Et vous voulez une monnaie totalement libre? Oui. Voilà. Pour moi, l'une des fausses idées la plus répandue dans ce pays,
c'est que la monnaie est un attribut régalien. Ah oui. Et ça n'a aucun sens. Mais pourquoi? Développez pourquoi. Alors justement, on va en parler d'ailleurs avec les crypto-monnaies. Voilà. Crypto-monnaies, oui. Voilà. Alors, mais auparavant, il y avait quand même une idée qui dominait, c'est que si on avait un peu d'inflation, on avait plus d'emplois. Enfin, le plein emploi. C'est la fameuse courbe de Phillips alors, c'est quasiment là aussi un mantra. Je suis vraiment... c'est vraiment pénible pour moi. Mais à chaque fois, on me balance la courbe de Phillips. Oui, je vais montrer, il y a plus de 30 ans, dans un bouquin qui s'appelle L'avenir du système monétaire, voilà, l'absurdité, la fausseté de la courbe de Phillips. Oui. Pourquoi? Parce que, d'abord, une corrélation n'est pas raison. Voilà. C'est une corrélation entre le chômage, la diminution du chômage et l'inflation. Et deuxièmement, que la courbe de Phillips, si vous revenez à ce livre qui date de 35 ans, la courbe de Phillips ne se déplace. Donc, elle n'est pas fixe. Non. Elle se déplace. Et par conséquent, vous pouvez dire, faisons plus d'inflation, on aura moins de chômage. Non, vous pouvez faire plus d'inflation et avoir plus de chômage. Ben voilà. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon livre, toujours plus d'inflation pour toujours plus de chômage, et c'est ce qu'on a eu. C'est ce qui nous est arrivé, on a appelé ça la stagflation. Exactement. Voilà. Bravo. Mais, alors, par rapport à la question de Pierre, donc, on a un système d'émission libre, indépendant des gouvernements, qui permet les échanges internes de l'ordre. Mais il y avait une question, mais pourquoi la monnaie n'est pas un attribut régalien? Je vais revenir là-dessus. Alors, la monnaie est une invention des marchands, et pas de l'État. Voilà, ça c'est la première chose. Si vous reprenez l'histoire, la monnaie est quelque chose qui facilite extraordinairement les échanges. Si vous passez du troc à la monnaie, vous passez d'un système bilatéral de chaque individu avec chaque individu qui même n'est pas gérable avec les progrès électroniques, à un système multilatéral. C'est-à-dire que la monnaie permet énormément... Un pouvoir d'achat illimité. Non, c'est pas seulement le pouvoir d'achat, elle permet de multiréaliser les échanges avec une simplicité extraordinaire. Ça permet d'avoir un même système de prix pour des millions d'échanges. Donc c'est une invention qui est sortie du commerce. Oui. Alors évidemment, l'État s'en est emparé très vite, parce que l'État a très bien compris qu'il pouvait, dès le début, faire de la fausse monnaie. Bon. C'est ce qu'on appelait dans l'ancien régime le morbus numericus. Oui, c'est vous. Mais aujourd'hui, Philippe Simoneau, c'est plus l'État, c'est plus les États qui fabriquent la monnaie. Ce sont bien les banques centrales et banques privées. Oui, tout à fait. Donc, justement, donc ça n'est plus un attribut régalien, cette création monétaire. Oui, mais la banque voilà, on est bien d'accord. C'est un attribut qui est attribué à des banques centrales. Mais qui contrôle la banque centrale? À l'origine, elle était indépendante, la Banque centrale. Elle était indépendante des pouvoirs européens. Enfin, c'était en tout cas dans ses statuts. Mais vous nous disiez justement tout à l'heure que c'était la BCE, que ça n'était pas Berlin qui imposait sa volonté à la BCE. Non, c'est la France. Oui. Mais là aussi, c'est contraire au statut d'origine. Oui, tout à fait. Parce que... Non, mais le problème des banques centrales, c'est le problème que posait Juvénal, je ne sais pas, c'est le satiriste latin, qui disait « quis custodiet ipsos custodes ». Oui, bien sûr. On peut parler latin? Oui, vous pouvez aussi traduire, je pense, pour nos téléspectateurs qui peut-être ne sont pas tous latinistes. Qui va garder les gardiens? Voilà, qui gardera le gardien? C'est toute la question qui est... Juvénal, à l'époque, était préoccupé par la vertu des femmes. Et donc les femmes étaient dans des gynécées, tout ça est très misogyne évidemment, et donc il y avait des gardiens pour les garder. Oui, mais on n'était pas sûr des gardiens. Voilà. Alors, qui gardera le gardien? Le problème, qui garde... Alors, on pouvait nommer un gardien pour nommer les gardiens, mais le problème que pose Juvénal est fondamental, parce que c'est un problème avec régression. C'est une régression sans fin. Parce que si vous nommez un gardien pour surveiller le gardien, qui va surveiller le gardien, etc. Alors, à l'époque, on croyait à Dieu. C'est-à-dire, par exemple, la Constitution était fondée sur la foi, sur la religion. Donc, il y avait l'ultime gardien, c'était Dieu. C'est Dieu. Oui. Mais comme il n'y a plus ça, il n'y a personne pour garder les gardiens. Et c'est pour ça qu'on va expliquer les crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à un institut monétaire complètement ligoté, qui n'ait absolument aucune marge. Simplement d'appliquer les statuts. Avant de faire une pause, je rappellerai une phrase qui vous fera plaisir, c'est celle d'un évêque normand du XIVe siècle qui s'appelle Nicolas Orem,
et qui dit la monnaie n'appartient pas au pouvoir, elle appartient au peuple. Voilà, bravo. Alors naturellement, Philippe Simoneau, Pierre, nous arrivons sur les fameuses crypto-monnaies. Ouais. Quel que soit leur nom, que ce soit Ethereum, que ce soit Libra. Ah non. Non, Libra, c'est On va en parler, oui, justement. justement. Mais là, ce sont des monnaies qui sont créées par le peuple, si je puis dire. Oui, ou non? Enfin, le peuple. Ah, non, mais c'est- c'est une monnaie issue du marché. issue du marché, Non. voilà. Et comme par hasard, la première crypto-monnaie, c'est-à-dire le Bitcoin, est née en 2008 en pleine crise. Oui. Et clairement, il faut l'avoir d'abord comme un symptôme. Ah oui, un symptôme, Un d'accord. symptôme de la crise de confiance de la planète entière, on va dire, à l'égard des monnaies Sans actuelles. assise, oui. Voilà, les monnaies banque centrale, les monnaies. Les gens ont compris qu'on leur fabriquait de la fausse monnaie et qu'il y avait besoin d'une vraie monnaie. Et qu'une monnaie. Alors, le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies ne peuvent pas être comprises sans qu'on évoque la blockchain. Blockchain, bien Alors, sûr. la blockchain, c'est un immense registre Voilà. qui est abondé tous les jours par des milliers d'opérations et qui se contrôle de lui-même. On ne peut pas rentrer dans le détail technique. C'est des millions de calculs, des chiffres un seul chiffre pour dénommer un Bitcoin remplit un livre de 300 pages. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Donc, un Bitcoin ne peut pas, grâce à la blockchain, un Bitcoin ne peut pas être repliqué. Il n'y a qu'un seul Bitcoin. Celui dont vous vous servez, il est en quelque sorte crypté et individualisé. On ne peut absolument pas le fausser. Voilà. Et donc, la blockchain permet ce qu'on appelle le peer-to-peer, le P2P, c'est-à-dire on se passe de ce que dans le jargon de la blockchain on appelle le tiers de confiance. C'est-à-dire que dans une opération bancaire actuellement, dans n'importe quelle opération bancaire, y compris avec la Banque centrale, vous avez un tiers de confiance qui est la banque. Oui, bien sûr. Bien sûr. Entre deux parties, vous avez le tiers. Oui. Voilà, le tiers. Et ce tiers, encore une fois, rappelons-nous Juvénal, qui va contrôler le tiers? Voilà. Eh bien, la blockchain permet de se passer du tiers. C'est une invention formidable, absolument magnifique. Fabuleuse. Ouais. Mais, alors, à contrepartie, quelle est la contrepartie? Elle n'est pas monétaire, elle n'est pas économique, on nous dit que c'est écologique parce que ça chauffe, parce qu'il faut des parcs d'ordinateurs considérables. Oui. Bon, alors, les transferts de fonds aussi mangent du pétrole. C'est un aspect secondaire. Il y a des pays qui se chauffent avec le Bitcoin. Oui, il paraît, oui. En Finlande, les ordinateurs tournent et ça permet de chauffer. Des locaux. Voilà. En Chine, les bitcoiners se sont installés près des centrales électriques ou près des centrales au charbon, etc. Oui, évidemment, il y a cet aspect. Mais bon, c'est un aspect secondaire. Ce qu'il faut, c'est retenir la leçon monétaire du bitcoin. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ça apparaît même dans le langage des bitcoiners. Ils font du minage. Ils minent. Oui. Vous avez des mineurs qui sont dans une espèce de mine numérique. Oui, c'est ça. Et qui dépendent des heures d'ordinateurs extrêmement puissants pour générer du bitcoin. Et là, donc on est vraiment, excusez-moi, c'est la révélation que ce siècle, cette planète est hantée par les talons or. Ah oui, j'allais dire, voilà, c'est ça, le minage, ça renvoie. Voilà. Et que c'est un peu il revient par la fenêtre, quoi, après la marche, etc. Voilà. Et nous sommes au bout du bout, c'est-à-dire que Keynes a eu cette parole de génie. Relique barbare. Voilà. qui a contaminé tout le XXe siècle. Oui, et qui est dans la tête, non seulement des dirigeants, mais des gens qui
comme vous et moi, enfin, qui considèrent que l'étalon or, c'est la marine avoine et la lampe à l'huile. Mais pourquoi justement les créateurs de ces monnaies numériques, le Bitcoin, l'Ethereum, etc., ne s'orientent pas finalement vers ce que vous appelez, en fait, vous dites pour vous l'étalon or, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, quoi. Oui, Pourquoi se noyer ailleurs alors qu'on a déjà l'évidence de l'or? Donc pourquoi ces créateurs n'ont-ils pas eux-mêmes l'envie de revenir à ce qui est le plus simple, c'est-à-dire l'étalon or, d'ailleurs le plus écologique aussi? Oui, tout à fait. C'est un aspect qui est ignoré. Mais parce qu'ils gagnent de l'argent, tout simplement. Oui, mais c'est la simplicité de la chose. L'idée, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Non, mais bien sûr. Vous avez raison. Non, mais le Bitcoin, les crypto-monnaies en général. Oui. À partir du moment où ils ont une mine qui leur rapporte de l'argent, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. C'est pas à eux de réformer le système monétaire. Bien sûr. Et comment, par ailleurs, Philippe Simoneau, vous expliquez justement la multiplicité de ces monnaies numériques? Parce que c'est des concurrence. Est-ce qu'elles peuvent s'échanger les unes les autres? Oui, je pense. Oui, Est-ce tout à fait. qu'elles sont transférables? Oui, tout à fait. On peut échanger Ethereum contre Bitcoin. On peut... Oui. Alors, le Libra dans cette affaire? Alors, le Libra, c'est autre chose. Alors, on tombe dans Juvénal avec le Libra. Le Libra, c'est la monnaie de Facebook. Voilà, mais Facebook, Zuckerberg. il y a un certain nombre de personnalités, d'organismes privés qui se sont rassemblés, qui vont dire on va émettre une monnaie qui s'appelle le Libra, une monnaie numérique. Le problème, donc en effet, avec les 2 milliards de clients... De Facebookers? Oui, évidemment, c'est une tentation. Aucune banque centrale... Si, la Banque centrale de Chine approche avec 1,5 milliard chinois, mais 2,5 milliards, c'est énorme. Le problème, c'est que le Libra n'est pas une monnaie sans tiers de confiance, parce que le Libra instaure un tiers de confiance. Et c'est Facebook. Enfin, Facebook et puis les gens qui l'a réuni, qui d'ailleurs ne s'entendent pas entre eux. Oui. Donc, c'est une trahison par rapport à l'invention à la nature profonde de la crypto-monnaie. Oui. Et c'est pas sûr que ça va marcher. Oui, en plus, oui. Alors, il y a eu une forte opposition des pouvoirs publics aussi. Ah, évidemment. On la comprend. Oui. On comprend, évidemment. Et quant à la confiance, Philippe Simoneau, qu'on peut accorder à ces monnaies numériques? Écoutez, moi, je suis pour la concurrence des monnaies, y compris pour les monnaies. Et donc, il faut une concurrence des monnaies. Il faut abandonner le cours légal, pour commencer. S'il y avait une concurrence, une véritable concurrence, pour aller chez votre marchand de pain, vous pouviez le payer avec autre chose que l'euro, on commencerait à y voir plus clair. C'est quand même pas demain la veille. Je vois mal mon boulanger accepter une autre monnaie. Mais, on trouve dans des pays où il y a plusieurs monnaies, ça se fait très bien. Oui, mais ça par non, mais pourquoi votre boulanger... Parce qu'il y a le cours légal. Oui, bien sûr. Oui, mais par exemple, au Liban... Quand je vais assez souvent au Liban, le DAB me propose alternativement des livres libanaises ou des dollars. Oui. Et je peux payer en dollars, évidemment, on peut payer. Mais c'est généralement un signe de faiblesse de l'économie concernée quand il y a deux monnaies qui cohabitent. Est-ce que je me trompe ? Bon, ça n'est pas... Non, pas forcément. Non. Oui, alors l'économie n'est pas un très bon exemple. Mais on a connu par exemple, en Autriche-Hongrie, des... C'est vrai. Et il faut signaler en Turquie aussi. En Turquie, vous pouvez jouer sur le et même aux États-Unis, avant l'instauration du Federal System, qui date de 1913, pardon. Il y avait une concurrence entre les monnaies or, monnaies argent, etc. Tout se passait remarquable. Mais Philippe Simoneau, pour être concret, quel est l'intérêt pour moi, citoyen français, d'acheter du Bitcoin ? Qu'est-ce que j'en fais après ? Qu'est-ce que j'achète avec cette valeur ? Pour le moment, c'est une valeur spéculative. Oui, c'est purement spéculatif. Vous pouvez acheter... Oui, il y a des endroits où vous pouvez vous servir de Bitcoin, mais ils sont très rares. Pour le moment, c'est un actif, c'est de la spéculation pure. C'est une réserve. Il faut se rendre compte qu'à l'origine, le Bitcoin valait moins d'1 centime. Oui. Et il est allé jusqu'à 14 000 $. Il est à 4 000, je crois. Et là, il baisse, il remonte. Mais il ne meurt jamais. C'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, pour moi, il répond à un besoin fondamental d'une monnaie indépendante de tout pouvoir public, de tout intermédiaire. Et donc, encore une fois, c'est la nostalgie de ces monnaies qui vivaient de leur propre valeur.
Donc le Bitcoin est à la fois le signe de la modernité, mais aussi il s'enracine profondément dans l'anthropologie de la monnaie. Tout à fait, exactement. Alors, il nous reste peu de temps, mais comme vous êtes un bon spécialiste du marché pétrolier, nous allons quand même vous interroger sur une chose tout à fait étrange qui se produit aujourd'hui, c'est la non-pertinence du pétrole dans l'économie mondiale. On a eu des incidents dans le Golfe Persique, il y a 3 mois, et tout le monde s'attendait à ce que le pétrole augmentât brutalement. Il ne s'est rien passé, il est retombé très vite. Non, mais que se passe-t-il? Bon, on en a déjà parlé quand même ici. Il faut se rendre compte que quelques drones venus d'on ne sait où, oui, on dit que c'est les Houthis, ont réussi à détruire la moitié de la capacité de production de l'Arabie Saoudite. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous n'y croyez pas d'ailleurs au fait que ça serait des drones de la rébellion yéménite? J'en sais rien. Ouais. N'empêche que le résultat était là. Non, c'est pas... Non, bref. Donc, la production a considérablement il y a baissé. 10 ans, ça aurait provoqué une flambée extraordinaire. Là, il y a eu un petit mouvement. Un petit pic de hausse, et puis ça... Ce qui conforte ce que j'ai toujours dit, prétendu sur ce plateau, notamment. À savoir que le prix du pétrole est politisé et islamisé. Non, le prix du pétrole, pas du tout. Le prix du pétrole, c'est... Et le standard du prix du pétrole, c'est le coût de production du shale oil, du pétrole de schiste américain. Voilà. C'est-à-dire le coût de production, c'est entre 50 et 60 dollars. Et voilà. Et le prix directeur est fixé maintenant aux États-Unis. Voilà. Parce que les États-Unis sont devenus le premier producteur. Oui, mais ça, c'était avant. C'est depuis l'avènement du pétrole de schiste. Oui. Mais avant, ce que vous disiez, c'était bien que le prix du pétrole était politisé et même il était dans la main des pays musulmans, le coût de l'OPEP. Producteurs. Non, le coût de l'OPEP, 73, est un coût politique relié au conflit israélo-arabe. Voilà. Mais vous disiez vous-même, one shot game. Voilà, et ça ne peut se faire qu'une fois. Une seule fois. Ouais. Une seule fois. Mais il y a quelque chose de très significatif qui vous a sans doute pas échappé, c'est la fameuse Aramco. Oui. Alors, a voulu faire entrer du capital étranger. Oui. Et les Saoudiens escomptaient 100 milliards. Oui. Ils ont anticipé 100 milliards. Oui. Et ils ont eu 25 milliards. Oui, non. Donc, le pétrole n'est plus un investissement aussi attractif qu'il le fut, en tout cas. C'est tout à fait c'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Oui. Il faut que ça réjouisse. Et pourtant, nous avons eu en France une révolte fiscale sur le prix du gasoil. Oui. Paradoxe. Oui, mais bon... Paradoxe. Oui, ça ne regarde... Vous savez, sur le prix du gasoil, il y a... Oui, 80% de taxes. Voilà. Bon, donc, mais vous savez qui a finalement été contraint de contribuer à l'achat d'Aramco? Non. Eh bien, tout simplement, ces messieurs de la famille royale. Ah ben voilà, d'accord. Salman, comment on appelle Mohamed Ben Salman. MBS. Mohamed Ben Salman les a contraints à importer au pot de l'Aramco. C'est quand même extraordinaire. Non, on ne peut que se réjouir du fait que l'Arabie Saoudite a perdu son pouvoir sur le marché pétrolier. C'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Mais où est passé le pouvoir, alors? Sur le marché. Oui. Le marché. Mais vous avez dit que l'Amérique est redevenue le premier producteur, ce qui est quand même un paradoxe. Mais ce n'est pas une décision de l'État. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est une invention validée par le marché. Nous sommes revenus à l'époque du colonel Drake et de monsieur Rockefeller. Voilà, tout à fait. C'est quand même tout à fait étonnant comme revirement historique. Oui, très rapide. Il a été brutal. Oui, parce que, formidable. Alors, il y a une dernière notion sur laquelle vous avez travaillé, c'est la notion de peak oil, qui a été quand même très rebattue par tous nos confrères journalistes. Vous dites, je parle sous votre contrôle, qu'il n'y a jamais eu de peak oil de l'offre, mais qu'il y a eu un peak oil de la demande. Tout à fait. Alors le peak oil est une blague. C'est une blague. Une blague inventée par les compagnies pétrolières et l'Arabie Saoudite et l'OPEP pour faire croire qu'on allait dans la rareté, donc que les prix étaient appelés à toujours monter. Or, on ne connaît pas les réserves. Vraiment les réserves. Voilà. Là, je discutais il y a très peu de temps avec une personne qui s'occupe de la recherche en eau profonde, de pétrole.
il me disait, au large de la Bretagne, Ouais. chez nous, En mer des Roises, oui, il y a du trois- pétrole. oui, Eh oui, eh oui, mais il y avait des réserves énormes. Voilà, ça c'est un scoop. Le problème, c'est le coût d'exploitation, bien sûr. Oui, mais le coût, alors excusez-moi, même en eau profonde, le coût a énormément Ah, mais diminué. il a C'est considérablement extraordinaire. baissé. Extraordinaire. Avec on fait des forages Oui, presque non, mais je veux dire, la horizontaux, technologie, après. Mais le coût a baissé d'une manière incroyable. Incroyable. Eh bien, Incroyable. enfin une bonne nouvelle. Oui. Enfin une bonne nouvelle, c'est que nous allons terminer cette émission sur une bonne nouvelle. Sauf si l'État décidait d'augmenter les taxes ou de les Bon, mais ça, maintenir. c'est un autre problème. C'est le problème Oui, de c'est un l'État problème français. politique. Oui, oui. Mais il n'est pas exclu non plus, par exemple, on sait qu'il y a des réserves considérables juste au large du Sénégal. Oui. En offshore, ça pourrait être évidemment une chance pour Et puis la fonte des glaciers aussi au nord. Alors, dans le Grand bien sûr, Nord. bien sûr, bien sûr. Et sans compter le gaz et le pétrole en Méditerranée orientale, pour Oui. lequel on va retrouver d'ailleurs les conflits entre D'accord. Israël et le Liban. Nous sommes là on retombe sur les problèmes locaux. Merci Philippe Simoneau C'est moi qui vous remercie. de tous ces éclairages. Chers téléspectateurs, merci Pierre. Merci Olivier. Nous disons Merci, monsieur. à nos téléspectateurs à très bientôt.